Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Comme c'est le cas depuis maintenant 3 mois, nous recevons des personnalités nationales liées directement à l'élection présidentielle du 17 avril. Nous recevons ce soir Ammar Ben Younes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors aujourd'hui, vous avez une triple casquette. Vous êtes le secrétaire général du MPA, membre du staff électoral du président. Vous êtes aussi le ministre du Développement industriel. Mais nous parlerons surtout de votre engagement aujourd'hui auprès du candidat Abdelaziz Bouteflika, puisque vous allez animer un certain nombre de meetings en Algérie et à l'étranger. C'est bien cela? Absolument. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a peut-être des gens encore qui ne vous connaissent pas. Bien sûr. On va parler de vous. Et vous allez le voir, Malek Benhassine est remonté très loin. Avec un parcours atypique, Ammar Ben Younes est parmi les hommes politiques algériens encore jeunes, de ceux qui sont capables de nous réserver beaucoup de surprises. À 56 ans, l'enfant de Ain el-Hammam a les qualités et peut-être aussi les défauts indispensables à une carrière qui ne demande qu'à s'installer au niveau des aspirations de l'homme. Fils de Shahid, Ammar Ben Younes prend très tôt son destin en main. Titulaire d'une licence en économie, option finance, il obtient un diplôme de 3e cycle en économie internationale à Paris 1, Panthéon-Sorbonne en 86. 2 ans plus tard, il rentre à Alger pour entamer une carrière de haut fonctionnaire au ministère de la Santé. Un ministère qu'il retrouvera plusieurs années après en tant que ministre, mais dans le cadre d'une carrière politique qui fera de lui ce qu'il est devenu. Auparavant, c'est le mouvement associatif qui l'attire et se retrouve membre fondateur du MCB. Après l'explosion d'octobre 88, il fonde avec Saïd Saadi le RCD, où il fera ses premières armes en politique en devenant le plus proche collaborateur du secrétaire général en tant que directeur de cabinet. Élu député de Tizi Ouzou en 97, il dirigera le groupe parlementaire du RCD à l'Assemblée populaire nationale. À la faveur de l'élection de Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République et du rapprochement avec le RCD, Ammar Ben Younes est appelé pour la première fois au gouvernement, à la santé en 99 et aux travaux publics en 2000. Il quittera le gouvernement en 2001 pour le retrouver 11 ans plus tard en 2012 à l'aménagement du territoire d'abord et au développement industriel ensuite. Mais Ammar Ben Younes aura entre-temps divorcé avec le RCD et loin de limiter son activité politique à sa participation au gouvernement, il trouvera le temps de créer un journal, La Dépêche de Kabylie, pour rappeler son attachement militant à la culture et un parti politique, l'UDR, qui deviendra le MPA, dont il fera une force de frappe à la faveur des dernières législatives qui le placeront en 3e position sur l'échiquier national. Ammar Ben Younes constitue en ce moment un des soutiens les plus énergiques en faveur du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, si énergique que cela lui vaut quelques maladresses de langage vite exploitées par ses adversaires. Il s'en expliquera probablement ce soir en nous précisant ce qui l'irrite le plus quand il rencontre des opposants à son candidat, ou mieux, les partisans du boycott de la consultation du 17 avril prochain. Voilà, votre vie a bien été résumée, Ammar Ben Younes? Oui. Alors, il faut simplement préciser que lors de la deuxième... Une vie politique. Une vie politique, évidemment. Lors de la deuxième émission, lors de la deuxième partie de l'émission, nous allons entendre Amira Bouraoui, c'est la porte-parole du mouvement Barakat, qui a tenu à vous poser une question aujourd'hui en tant que membre aujourd'hui du staff électoral du président Bouteflika. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Ben Younes, une précision. Maintenant que vous vous occupez de la campagne électorale, qui tient les rênes au ministère du Développement industriel? Non, je travaille toujours au ministère aujourd'hui. Je viens d'une activité. J'étais avec le vice-premier ministre portugais. Demain, je continuerai mes activités. J'activerai en tant que ministre du Développement industriel et je ferai campagne comme ça se fait dans tous les pays démocratiques du monde. Mais lorsque la campagne commencera, vous serez entièrement consacré à la campagne. Donc non, je ferai la campagne et je ferai mon travail. Est-ce que selon vous, c'est une question, il n'aurait pas été préférable de démissionner et de vous occuper totalement? Non, dans tous les pays du monde, dans tous les pays démocratiques au monde, c'est comme ça que ça se passe. Les ministres sont engagés politiquement parce que quand même, le ministre c'est d'un poste politique. Je suis engagé avec le président Bouteflika. Il est candidat, c'est mon devoir de lui faire campagne électorale. Alors, je ferai campagne électorale en étant toujours au... Une dernière question sur ce sujet. Pourquoi le Premier ministre démissionne pour s'occuper de la campagne et pas les ministres? Le Premier, c'est différent. Le Premier, pour quelle raison? Le Premier, d'abord, il est président de la commission technique préparatoire
aux élections. Et puis, il est directeur de campagne du candidat président de la République. C'est tout à fait normal qu'il quitte son poste de Premier ministre pour faire campagne. Alors, nous allons parler maintenant de cette campagne électorale qui commence donc ce dimanche. Vous en êtes un des plus grands ténors, avec notamment Ahmad Roul, Abdelaziz Belkhadem, Ahmedou Yahya et Abdelmalek Sellel. Ma première question, Monsieur Benyounous, évidemment, vous vous en êtes expliqué sur cette phrase tellement célèbre maintenant avec laquelle vous terminiez tous vos discours, tous vos meetings. Cette phrase a fait la une de la presse. Vous avez eu l'occasion d'en parler, notamment chez notre confrère Qada Ben Ammar sur Chourouk. Vous vous êtes expliqué plusieurs fois. Ma question est claire aujourd'hui, malgré toutes vos explications. Est-ce que vous regrettez cette fameuse phrase? Est-ce que vous regrettez l'avoir prononcée? Il faut vraiment replacer la phrase dans son contexte. Il y a des responsables politiques qui ont fait le procès. Très franchement, je pense que c'est des personnes qui sont incultes, qui ne connaissent pas la culture algérienne. C'est une expression qui est employée de l'extrême est à l'extrême ouest, du nord au sud de l'Algérie. C'est une expression pour, si vous voulez, disons, pour la protection du pays, pour dire que tous ceux qui n'aiment pas l'Algérie, voilà, mais c'est vraiment une expression banale. C'est une expression, d'abord que moi, très personnellement, que j'ai tirée d'une pièce de théâtre célèbre de Slimane Ben Issa, Babor Gharaq, dans laquelle il utilisait cette expression. Est-ce que selon vous, cette expression peut se dire en politique? Est-ce qu'elle peut être prononcée par un ministre de la République? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Pourquoi le ministre de la République? C'est un enfant du peuple. Moi, je suis avant tout un enfant du peuple. Beaucoup de gens se sont considérés comme offensés par cette Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont sentis offensés. Il y a une catégorie d'Algériens, d'opposants radicaux. Mais ce sont quand même des Algériens. Radicaux au 4e mandat qui ont essayé d'utiliser cette expression pour dire que j'ai insulté le peuple algérien. Franchement, vous me voyez assez fou pour aller insulter le peuple algérien. Est-ce que vous regrettez avoir prononcé cette phrase? La chose, bon, comme elle soulève polémique, comme je suis un homme politique, il faut savoir tirer les leçons de ce qui se passe. C'est une expression que je n'utiliserai pas. Mais donc, très franchement, tous ces gens-là, je leur conseille, il existe sur YouTube, d'aller voir la pièce de Slimane Ben Issa. Je lui fais la pub, en plus c'est un ami. Ils vont aller voir, c'est une expression banale qui est utilisée de bout en bout de l'Algérie. Et croyez-moi, j'ai reçu des milliers de soutiens par rapport à cette expression. Vous ne la prononcerez plus, mais est-ce que vous regrettez l'avoir prononcée? Non, franchement, parce que dans mon esprit, ça n'a jamais été destiné à insulter les Algériens. Jamais ça n'a été destiné à ça. Et les Algériens ne se sont pas sentis insultés par ça. Quand je dis Naël Boulemé Habnache en tant qu'Algérien... Je me permets de vous reposer la question. Est-ce que vous regrettez de l'avoir prononcé? Non, pas du tout. Vous ne vous excusez pas même? Non, pourquoi je vais m'excuser? Je m'excuse si c'était mon intention, ou si des gens se sont sentis réellement blessés, touchés par ça, oui. Mais c'est de la stricte manipulation politique. Donc, il y a des gens qui se sont sentis blessés? Non, c'est de la manipulation politique. Personne ne peut se sentir touché par ça parce que tout le monde l'a dit. Celui qui dit, il l'a dit pas, son père l'a dit, son grand-père l'a dit. Peut-être qu'ils s'inspirent pas de la culture algérienne, ils utilisent des images qui viennent d'ailleurs. Moi, je suis un enfant du peuple, ancré dans ce peuple, j'utiliserai le plus souvent possible les expressions populaires. Vous l'avez dit vous-même, je reprends votre phrase. S'il y a des gens qui se sont sentis insultés, est-ce que vous vous excusez pour eux? Non, il n'y a pas de personnes qui se sont senties insultées dans cette affaire. Il y a des manipulateurs de cette expression. C'est normal. Mais dans le cas où Ah, bien sûr. Non, dans le cas où s'il y a quelqu'un, si vous, par exemple, vous vous êtes senti blessé, touché par cette expression, c'est normal. Mais. C'est normal que quoi? Que je m'excuse par rapport à vous si ça vous a touché. Mais ça n'a touché personne en dehors des gens qui créent polémique autour de cette expression populaire. Merci. Alors, on passe à présent au reste du débat. Vous êtes, comme je l'ai dit, un des ténors de cette campagne électorale. Beaucoup de choses ont été dites sur ce éventuel quatrième mandat, cette élection. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, le match de trop pour le candidat Bouteflika? Est-ce qu'il est aujourd'hui apte, capable à assumer un quatrième mandat à la tête du pays? Pour être très clair, depuis maintenant 1 an, on a tout entendu sur cette affaire de maladie. On a entendu des choses inimaginables de personnes qui disparaissent. D'ailleurs, elles ont disparu. Elles vont réapparaître la prochaine échéance électorale. Moi, je pense que cette affaire de l'article 88, c'est-à-dire l'affaire de maladie grave et durable, a été écartée par le Conseil constitutionnel qui a rendu son verdict pour dire que le candidat Abdelaziz Bouteflika est tout à fait apte à diriger ce pays au cas où il est élu par le peuple algérien. Donc pour moi, c'est une affaire classée, on n'en revient plus. Le Conseil constitutionnel a tranché, puis dans ce pays, quand même, il est temps
qu'on commence à faire confiance à une partie de ce peuple, à une partie, c'est quand même les personnes qui l'ont examiné, qui l'ont discuté, c'est des Algériens. Il faut qu'on sorte de cette affaire tout le monde pourri, tout le monde voleur, tout le monde corrompu. Non, il y a des Algériens qui sont honnêtes, il y a beaucoup d'Algériens qui sont honnêtes, qui travaillent loyalement, qui travaillent pour le bien de leur pays. Il a été examiné, c'est le dossier médical, parce qu'il faut un dossier médical pour la candidature. Qui a signé ce dossier médical? Je ne sais pas, les professeurs qui l'ont signé, c'est de toute façon, je pense que c'est une affaire de secret médical. De les 6 candidats sont passés devant des médecins, ils ont fait des examens, et ces examens, en tout cas en ce qui concerne notre candidat, ce sont des examens positifs. Il est apte, il est déclaré apte par le Conseil constitutionnel pour diriger ce pays, au cas où il est élu par le peuple algérien. Parce que, il ne faut quand même pas oublier que le 17 avril, c'est le peuple qui décidera. Et uniquement le peuple algérien qui décidera qui sera président de ce pays. Alors vous avez déjà dit il y a quelques mois sur une chaîne de télévision étrangère que le président réfléchit avec sa tête et pas avec ses pieds. Est-ce que cela signifie que le président ne pourra pas se déplacer ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays? Ça par rapport à une question très précise, parce que les gens l'ont vu arriver dans une chaise roulante, quand ils l'ont vu sur une chaise roulante, et la question m'a été posée juste après, je dis qu'il ne va pas gérer l'Algérie avec ses pieds, il gère l'Algérie avec sa tête. On a eu de par le monde des présidents qui étaient handicapés, le plus célèbre d'entre eux c'est Roosevelt, qui a quand même gagné la Deuxième Guerre mondiale, il était sur une chaise roulante, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quelqu'un qui va gérer l'Algérie avec sa tête. Et je l'ai dit, je le répète, il y a aussi polémique sur cette phrase. J'ai dit que sa tête fonctionnait très bien. Quand je disais ça, c'était par rapport à la réunion du Conseil des ministres. Il y a aussi manipulation de cette phrase pour dire que Ammar Ben Younes a dit que la tête de président Bouteflika fonctionnait mieux que tout le peuple algérien. Je ne suis pas fou pour dire ça. Ils m'ont interrogé par rapport à la réunion du Conseil des ministres. J'ai dit que sa tête fonctionnait très bien. Vous allez animer plusieurs meetings en Algérie, mais aussi à l'étranger. D'ailleurs, vous commencez ce dimanche par la ville de Buira. La campagne va se terminer le 13 avril prochain. Est-ce qu'il est possible, envisageable, de voir le candidat Abdelaziz Bouteflika dans au moins un meeting pendant cette campagne électorale? Non, je pense que les Algériens le verront lors de cette campagne électorale. Dans un meeting ou à Alger? Je ne sais pas, mais rien n'est précis pour le moment. En tout cas, ils le verront, il apparaîtra durant la campagne électorale. Autre chose, vous avez déclaré il y a quelques jours lors d'un meeting que le président Bouteflika, je vous cite, est le seul homme capable aujourd'hui de diriger le pays dans cette situation. Est-ce que ce n'est pas dévalorisant, M. Ben Younes, pour tous les autres Algériens de dire que c'est le seul? Non, c'est pas ça. Vous savez, une campagne, une élection présidentielle, c'est toujours comparatif, c'est pas dans l'absolu. Ils sont 6 candidats actuellement. Pour moi, personnellement, parmi les 6, c'est le plus apte à diriger le pays dans les conditions actuelles. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit, je pense que le candidat Bouteflika est le seul homme capable. Non, mais c'était bien avant que le Conseil... Mais quand on dit le seul, c'est par rapport au candidat qui se présente, c'est pas par rapport à l'ensemble du peuple algérien. Parce qu'il y a quand même, il n'y a que 6 qui se sont présentés sur 34 millions d'Algériens. Mais par rapport à ces candidats, les 103 qu'il y avait et les 6 qui restent maintenant, parmi les 6, je pense très sincèrement que c'est le plus apte à diriger le pays dans les conditions actuelles et notamment par rapport à l'environnement qui entoure ce pays et par rapport aussi aux problèmes de danger qui guettent ce pays. Alors, est-ce que c'est toujours le mot de stabilité qui va revenir, qui a été utilisé par Ahmed Yahya sur ce même fauteuil il y a 4 jours? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait voter pour le candidat Bouteflika? Est-ce que c'est le candidat de la stabilité, comme vous le dites? Non, il faut être clair. Pour la majorité des Algériens, j'espère qu'ils vont voter pour lui. Pour nous, personne, pour nous, au MPA, nous disons la chose suivante. Ça a été l'homme de la paix. Ça a été l'homme de la réconciliation nationale. Et nous pensons qu'actuellement, c'est lui qui peut garantir cette paix et cette réconciliation nationale, entre autres. Donc, c'est pas uniquement une affaire de stabilité et de paix. Que Dieu lui en garde, s'il venait à disparaître, il n'y aurait plus de paix et de réconciliation. Vous dites que c'est le seul c'est l'homme qui peut garantir la paix. Non. On parle des candidats actuellement. Parmi les 6. Parmi les 6, nous disons que c'est le plus apte, c'est le plus à même à approfondir le processus de paix, le processus de réconciliation nationale. Je le pense, c'est normal. C'est pour ça que je le soutiens par rapport aux autres. Je ne vais pas quand même défendre les autres candidats. Je suis là pour défendre notre candidat. Notre candidat, c'est Bouteflika. Et nous pensons que c'est le plus à même pour diriger ce pays durant cette période. Quel est, selon vous, M. Ben Younes, le point le plus positif de ce bilan présidentiel? Moi, je pense que pour ceux qui ont vécu dans ce pays, ceux qui ont vécu les 10 années de terrorisme aveugle que nous avons vécu, je pense que le retour à la paix et la réconciliation nationale, c'est une chose que même si ses adversaires ne lui reconnaîtront pas, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que c'est lui qui a ramené la paix dans ce pays, c'est lui qui a permis aux Algériens de vivre entre eux, de réapprendre à vivre entre eux. C'est beaucoup plus important que tout le reste. Lui seul? Non, lui il incarne la politique de tout un pays.
Lui, quand on dit lui, il incarne la politique de tout un pays. Comme le président Zeroual, tout le monde lui a reconnu qu'il a vaincu le terrorisme. Lui, parce que c'était le président de la République, mais il incarne toutes les institutions de l'État. Nous disons, Bouteflika, il a ramené la paix avec toutes les institutions, mais c'est lui le responsable de ce pays, le président de la République. Donc c'est lui qui est garant de cette stabilité, de ce retour à la paix. Peut-on, selon vous, envisager l'après-Bouteflika, M. Benounès? Bien sûr qu'on va. Bien sûr, l'Algérie a vécu avant Bouteflika, elle vit avec Bouteflika, elle va vivre après Bouteflika. Quand, selon vous? Et quand il décidera de ne plus... C'est d'abord le 17 avril prochain, le peuple algérien, c'est la première étape. Le 17 avril, le peuple algérien décidera s'il va lui renouveler sa confiance. Après, s'il lui renouvelle sa confiance, après, c'est toujours au peuple algérien de décider s'il va le maintenir ou pas comme président de la République. Alors, on va parler évidemment du bilan de ces 15 années de pouvoir du président de la République. Lors de vos différents meetings en Algérie, vous avez prôné la positivité de ce bilan. Quels sont, selon vous, les domaines où ce président, où ce pouvoir a réussi et dans lesquels il a échoué? Non, vous savez, il n'y a pas de bilan qui soit totalement positif ou de bilan qui soit totalement négatif. Il y a de grandes réussites. Un bilan mitigé? Non, pas mitigé, positif, un bilan positif, mais quand on dit positif, il n'est pas à 100% positif. Lui-même l'a dit plusieurs fois, le Premier ministre l'a reconnu plusieurs fois, qu'il y a encore des efforts à faire dans un certain nombre de domaines. On peut peut-être parler du chômage, même si le chômage a baissé, il y a encore des efforts qui doivent être faits. Dans le secteur de l'industrie, même s'il y a des efforts qui sont importants, il y a encore d'autres qui doivent être faits. Dans le domaine de l'éducation, il y a toujours des choses à faire et c'est normal pour améliorer la vie quotidienne des Algériens. Mais comment expliquez-vous qu'après 15 ans de pouvoir, on ne peut toujours pas parler d'économie algérienne proprement dite? Pourquoi il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de richesse proprement dite en dehors des hydrocarbures? C'est une question que je vous pose, M. Benounès. Vous ne pouvez pas dire ça. Et vous êtes bien placé parce que vous êtes ministre de l'Industrie. Non, vous avez toujours vécu dans ce pays. Il ne faut jamais oublier d'où vient ce pays. Il ne faut jamais oublier d'où vient ce pays pour pouvoir le juger en 2014. Le président Bouteflika, il ne faut jamais oublier dans quel état il a trouvé l'Algérie quand il est arrivé en 99-2000. C'était un pays exsangue. On dit à peu près, on avance le chiffre de 150 000 à 200 000 morts, beaucoup d'exilés, une élite quasiment décimée, une économie nationale qui a été mise par terre, les entreprises publiques brûlées, on venait de se relever d'un réajustement structurel avec le FMI, 400 000 personnes mises dehors, des centaines d'entreprises fermées, l'infrastructure qui n'existait pratiquement pas. Rappelez-vous quand même, c'est des choses... Pour l'économie et pour revenir à l'économie, il y a des choses qui sont évidentes maintenant, qui étaient incroyables auparavant. Vous imaginez-vous, à Alger, vous ouvrez le robinet, il y avait de l'eau. Ça n'existait pas. Et tout ça, c'est des investissements colossaux qui ont coûté beaucoup d'argent. Est-ce que le président a aussi profité de la conjoncture et du prix du baril? C'est ça, un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui profite des opportunités qui se présentent à lui. Des opportunités qui n'existaient pas avant lui? Qui n'existaient pas avant lui, qui ont existé, qui ont été plus ou moins bien utilisés ou plus ou moins mal utilisés. Je ne fais pas le procès de ceux qui étaient avant lui. Nous sommes en train de parler de cette période. Il y a une embellie financière, mais cette embellie financière, c'est le pays tout entier qui en a bénéficié. Vous n'avez qu'à poser des questions. De toute façon, durant cette campagne électorale, nous allons détailler le bilan de ces 15 années de présidence dans le pays. Moi, j'ai visité avec le Premier ministre la quasi-totalité des wilayas. L'Algérie a totalement changé de visage. L'Algérie a changé de figure. C'est un pays qui a radicalement changé. Toutes les wilayas, pratiquement toutes les wilayas ont des universités, des hôpitaux, des routes, des autoroutes, de 4000 km de rails qui sont programmés, une autoroute est-ouest achevée. Une autoroute avec plein de défauts, monsieur. Oui, mais de toute façon, monsieur Hay est venu ici, vous a expliqué, vous a expliqué en long et large le problème de l'autoroute est-ouest, mais en tout cas, posez la question à n'importe quel Constantinois ou n'importe quel Oranais. Quand il se déplace, il y a 2-3 ans, pour aller à Constantine, vous mettez 7-8 heures, maintenant vous mettez 3 heures. Quand vous allez à Oran, vous mettez 7-8 heures, maintenant au bout de 3 heures, vous êtes à Oran. Ça a vraiment facilité beaucoup le déplacement. En parlant d'autoroute, puisque vous me tendez une perche, comment expliquez-vous que le budget de cette autoroute est presque doublé en quelques mois? Moi j'ai entendu l'ancien Premier ministre, d'ailleurs chez vous ici, donner le chiffre de 11 millions de dollars et ça n'a pas bougé de 11 millions de dollars. Milliards. Mais c'était prévu. 11 milliards, pardon. C'était prévu à 6 ou 7 milliards. Non, on n'a jamais été prévu à 6 et 7 milliards, parce qu'en plus, dans une vie antérieure, j'étais ministre des Travaux publics. Oui. Donc, je trouve aussi que je connais un peu ce dossier. Et que vous aviez été remplacé par Amar Ghoul. Et que c'est moi, par Sellel d'abord, et puis Amar Ghoul. C'est M. Sellel qui a d'abord pris l'intérim, après c'est Amar Ghoul. Alors, M. Sellel, directeur de cabinet du président de la République, a présenté hier devant le FCE, devant le patronat, le programme économique du président de la République, avec beaucoup de promesses, il faut le dire, M. Benounès. Ma question est, est-ce que vous comptez vraiment faire en 5 ans ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans?
Non, le problème ne se pose pas comme ça. Le problème ne se pose pas comme ça. On ne peut pas faire en 5 ans ce qu'on n'a pas fait en 15 ans. Le problème ne se pose pas comme ça. Ce sont presque les mêmes promesses que dans le programme économique de 2004 et 2009. C'est un problème d'orientation. C'est un problème d'orientation. J'ai expliqué ce matin, la question m'a été posée par un journaliste. Elle m'a dit, Monsieur le ministre, c'est bien beau tous les partenariats industriels que vous êtes en train de signer, mais on ne voit pas sur le terrain la concrétisation. Un partenariat industriel, ça met 2-3 ans. Pour venir à la maturation, pour qu'on puisse réellement voir les fruits. Nous avons signé ces derniers mois énormément de partenariats avec beaucoup d'entreprises étrangères leaders dans le monde. Et ces partenariats, les Algériens vont voir les fruits dans 1 an, dans 2 ans. Là, quand le veuille ou non, la première voiture algérienne Renault sortira au mois de novembre prochain. Les Algériens, dans 1 an, ils pourront circuler avec des 4x4 Mercedes qui vont être fabriqués à Tiaret. Ce ne sont pas tous les Algériens qui pourront rouler en 4x4 Mercedes. Oui, mais c'est des Algériens, ça va être des véhicules fabriqués en Algérie. Il y aura des camions Mercedes, il y aura... Vous savez, si c'était les pays voisins qui avaient pu décrocher des contrats comme ceux de Mercedes chez eux, ils auraient fait une fête nationale. Il ne faut pas, si vous voulez, qu'on réduise... Les pays voisins ont décroché bien plus, M. Benyounès, non? Vous ne pensez pas? Je suis désolé. Est-ce que vous ne pensez pas que le climat d'affaires est plus favorable au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie? Si le climat des affaires était plus favorable, comme vous le dites, oui. Pourquoi nous avons plus d'investissements cette dernière année qu'eux? Dans quel pays précisément? Les deux. Surtout avec la Tunisie à cause de ce qui s'est passé là-bas. Les deux. Et même l'autre pays, je suis désolé. Mercedes est venu chez nous, il n'a pas été chez eux. Schneider est chez nous, il n'est pas chez eux. General Electric est chez nous, il n'est pas chez eux. Sanofi est venu en Algérie, il n'est pas parti là-bas. Non, il y a des choses. Vous savez, je suis d'accord avec vous. Un journaliste doit parler des trains qui arrivent en retard. Je suis d'accord. Mais il y a quand même quelques trains. Il y a des trains qui arrivent à l'heure en Algérie, et moi je tiens à dire qu'il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure en ce moment. Vous, c'est votre rôle aussi de parler des trains qui arrivent à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez quand même que l'essentiel des richesses, encore une fois, M. Benyounès, provient essentiellement des hydrocarbures? Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Est-ce que ce n'est pas un demi-échec, dit-on? Non, je le dis, vous savez, l'économie algérienne a 2 grands défis à relever. Le premier défi, si vous voulez, c'est celui dont vous parlez. Oui. C'est le passage d'une économie rentière à une économie de production. Alors, M. Sedel, en parlant de rente, M. Sedel a dit hier que la rente devrait profiter à tous les Algériens. Oui, elle doit. C'est la première fois qu'un homme d'État parle de rente comme ça, ouvertement, publiquement. Donc il y a une rente aujourd'hui. Non, mais bien sûr, il y a une rente pétrolière, c'est normal. Il y a une rente pétrolière. Ça veut dire que depuis 62, elle n'a pas profité à tout le monde, M. Si, quand même, tous les transferts sociaux qui sont faits, les écoles qui sont gratuites, la santé qui est très gratuite, l'autoroute qui est gratuite. Pour le moment, l'autoroute est gratuite. Oui, les subventions des produits, là, beaucoup de produits sont subventionnés. C'est tout ça, la redistribution de la rente pétrolière qui se fait au profit de la population et du peuple algérien. Je ne crois pas qu'il y ait au monde un pays qui ait une politique sociale aussi développée que l'Algérie. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'être un pays trop social? C'est une question que je vous pose, monsieur. Non, il arrive, si vous voulez, c'est parce que cette affaire de justice sociale est une véritable exigence historique chez notre peuple. Nos parents qui ont pris les armes, ils les ont pris contre l'injustice sociale. Il ne faut pas oublier, nous avons vécu 130 ans de colonisation. Donc cette affaire d'injustice est quelque chose d'ancré chez l'Algérien. Donc l'aspiration à la justice sociale est une aspiration historique. On ne peut pas dire ou expliquer aux Algériens, on ne peut pas faire ce que fait, par exemple, le Maroc à côté. C'est pas possible. Nous ne sommes pas le même type de société. Les Algériens n'accepteront jamais qu'il n'y ait pas de véritable justice sociale dans leur pays. Selon vous, quels sont les plus grands échecs de ce gouvernement? S'il y en a, selon vous, bien sûr. Non, grand échec, il n'y a pas de grand échec. Je ne vois pas de grand échec dans ce gouvernement. Franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous pouvez me citer, vous, par exemple. C'est pas mon rôle. Ouais. Alors, on va parler maintenant du bilan politique, M. Benyounès, du programme aussi politique du président de la République. Personne ne parle d'une réforme de la Constitution. Est-ce qu'elle aura lieu, selon vous, après la réélection? C'est inscrit dans le programme du président, c'est inscrit réforme de la Constitution. Quels seront, selon vous, les grands axes de cette... Il faut d'abord attendre qu'il soit élu. Et puis c'est une initiative personnelle du président de la République et c'est lui qui va soumettre sa réflexion, son initiative, sa proposition, soit au Parlement, soit au peuple algérien, en fonction des amendements qu'il y aura dans cette Constitution. Comment expliquez-vous le retour sur la scène politique d'Ahmed et de Abdelaziz Belkhadem? C'est le président de la République qui a décidé. Oui, bien sûr, c'est normal. Il est président de la République. Il a nommé un ministre d'État conseiller spécial, un autre ministre d'État directeur de cabinet. Je ne vois pas où les certains cercles, certains journalistes, M. Benyounès, excusez-moi le terme, disent que le retour de Ouyahia et de Belkhadem, c'est surtout pour corriger quelques petites fautes et écarts de langage faits par M. Sedel et M. Benyounès. Qu'est-ce que vous en pensez? Je leur laisse. Je leur laisse. Vous leur dites cette fameuse phrase à laquelle vous disiez à la fin de chaque meeting? Mais très franchement, nous sommes très très loin de tout ça.
sur le plan politique aussi, quelles sont selon vous les avancées qui pourraient être faites lors d'un quatrième mandat? Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement politique radical après le 18 avril? Est-ce qu'il y aura vraiment un changement qui sera prôné par le président Bouteflika? Non, mais c'est clair que si vous voulez qu'il y ait une aspiration au changement qui émane de la société, qui émane du peuple algérien. Donc vous reconnaissez qu'il y a une aspiration au changement? Et dont le président de la République est parfaitement conscient, lui-même l'a dit plusieurs fois, tout le monde veut un changement, mais un changement dans le calme, un changement, si vous voulez, ordonné. On ne peut pas aller, pour revenir tout à l'heure sur cette affaire de manifestation de rue, bien sûr. Si vous voulez, mais le changement politique qui sera opéré, il sera opéré par la révision de la Constitution avec un certain nombre de fortes initiatives que certainement le président de la République va porter, qui seront proposées soit au Parlement, soit au peuple algérien pour les Monsieur Benyounès, que pensez-vous du mouvement Barakat? Ça dépend. C'est une affaire compliquée. Vous répondez comme vous le souhaitez. Que pensez-vous de ce mouvement? Ce mouvement. Tous les Algériens ont le droit de s'organiser comme ils veulent pour revendiquer ce qu'ils veulent, à condition que ça reste dans le domaine pacifique. Ça, c'est normal, et dans le cadre du respect de la loi. Que des Algériens s'organisent parce qu'ils sont contre le quatrième mandat du président Bouteflika, c'est leur droit le plus absolu. Sur ce plan du principe de l'organisation... Est-ce que vous avez de la sympathie pour ce mouvement? Non, sur le plan de l'organisation, ils s'organisent comme ils veulent. Oui. Maintenant, il y a les actes politiques. Ça, c'est autre chose. Ils sont contre le président Bouteflika, c'est leur droit. Mais je pense qu'on est dans une démocratie. La seule manière qu'ils ont de l'exprimer, c'est d'aller voter. Est-ce que vous pensez que nous sommes en démocratie, monsieur Bien sûr, nous sommes en démocratie. Aucune démocratie n'est parfaite. Est-ce que dans une démocratie, on interdit aux gens de manifester dans la rue? Non, mais cette interdiction de manifester dans la rue, à Alger, d'abord. Oui, à Alger. Elle a été décidée, je crois, en juin 2001 par le Premier ministre Benflis de l'époque. C'est lui qui avait décidé d'interdire les marches dans la capitale. Est-ce qu'il a décidé de son propre chef, selon vous? En tout cas, c'est lui qui a signé. Parce que cette affaire de chef qui n'est pas chef. Je pense que quand on signe un papier, on est responsable de... Moi, je signe des papiers, je suis responsable de ma signature quand même. Personne ne met un pistolet sur la tempe pour dire de signer. Je signe, donc j'assume ce que je signe. Donc, si vous voulez, mais maintenant, ce principe de manifester. Oui, ils ont droit tout le monde a droit de manifester. Il y a une loi, il y a un décret qui dit on ne manifeste pas à Alger. Pour des raisons de sécurité, ils ne manifestent pas à Alger. Ils peuvent manifester dans les 47 autres wilayas du pays, manifester quand ils veulent. Mais je l'ai dit, je le répète, cette manifestation, pour moi, dans le principe, elle est antidémocratique. Pour quelle raison? Parce qu'on ne doit pas manifester pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Demain, ça va être vous voulez être candidat à la présidence de la République, ils vont faire une manifestation. Nous sommes contre qu'ils se présentent pas. De quel titre? Mais c'est pour le quatrième mandat, c'est pas une première. Mais c'est pas une question de quatrième, de premier ou de deuxième. La Constitution lui permet de se présenter. Il se présente, ils sont contre lui. Ils sont contre lui. Ils vont le 17 avril, ils votent contre lui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Le mouvement Barakat estime que le président de la République, qui est malade, il faut le dire, n'est pas apte physiquement. C'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai répondu sur cette affaire de maladie. Vous pensez que le peuple algérien, franchement, est vraiment bête à ce point pour aller dans une aventure politique? Ils disent que le peuple algérien veut le changement. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que le président est malade, il est handicapé, il ne peut pas. Pourquoi ils ont peur de lui? Pourquoi ils ne veulent pas aller affronter le peuple algérien? Parce que s'ils respectent, comme ils disent réellement, le peuple algérien, si tous ces gens-là, tous ces opposants respectaient le peuple algérien, qui le laisse exprimer? Qui laisse le peuple aller voter? Monsieur Benyounès, nous sommes allés à la rencontre de la porte-parole du mouvement Barakat, Amira Bouraoui, qui a tenu à vous poser une question. La voici. Bonsoir. On reproche à Barakat d'être antidémocratique en rejetant un quatrième mandat. En fait, Barakat ne rejette pas uniquement le quatrième mandat. Le quatrième mandat n'est que le symbole d'un système révolu. Il se trouve qu'aujourd'hui, le peuple algérien a besoin d'élire son maître du moment. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des perturbations partout dans le pays. Il se trouve qu'il y a des crises identitaires qui sont en train de voir le jour parce qu'il n'y a pas de maître légitime élu par ce peuple. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est prenez-vous conscience que vous mettez le pays en danger? Monsieur Benyounès, prenez-vous en conscience que vous mettez le pays en danger? C'est la porte-parole du mouvement Barakat qui vous le dit aujourd'hui. Non, mais vous savez, elle a dit beaucoup de choses. Oui. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit que je considère que le mouvement Barakat est antidémocratique. Non, je ne considère pas que ce soit antidémocratique. Mais vous venez de dire sur ce même plateau que leur action s'associe au mouvement, évidemment. Non, un mouvement peut être démocratique et faire une action qui n'est pas démocratique et revenir à la démocratie après. Généralement, oui. Donc c'est un mouvement, moi je considère que leur action est une action antidémocratique. Elle parle au nom du peuple algérien.
Moi, je veux pas... Elle ne parle pas au nom du peuple. Elle dit, le peuple veut. Le peuple veut. Elle dit, le peuple veut. Le peuple veut. Moi, je suis désolé de lui dire. Je suis vraiment désolé de lui dire. Le peuple veut. On voit combien ces gens-là représentent au niveau de la population algérienne. Parce qu'en fin de compte, on va tous, un jour ou l'autre, se présenter devant le peuple. C'est le peuple qui va décider de ce pays. Si on est réellement des démocrates, on laisse le peuple algérien voter. Et le peuple algérien, il faut que tous ces gens-là comprennent une chose d'une manière définitive. Ni elle, ni moi, ni vous ne décidera qui sera président de la République. Seul le peuple algérien décidera le 17 avril qui sera président de la République. Quand elle parle d'opposition, il faut quand même que je donne quelques chiffres pour que les gens puissent comprendre, les téléspectateurs puissent comprendre ce que c'est qu'une démocratie. Lors de la dernière élection française, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, M. François Hollande a eu 18 millions de voix. Sarkozy a eu 17 millions de voix. Il y a 17 millions de Français qui ont dit non à Hollande. Mais le lendemain, M. Sarkozy a accepté les règles du jeu. Il est devenu président des États-Unis. La dernière élection américaine, président de la France. Oui. La dernière élection aux États-Unis, M. Obama, il a eu 66 millions de voix. Son adversaire a eu 61 millions de voix. Monsieur Benyounès, est-ce que pour vous, la transparence des élections américaines et françaises est comparable à celle des élections algériennes? Et chaque pays avance au rythme où il peut avancer. Mais je parle, moi, du respect de la règle du jeu, du respect du verdict démocratique. Est-ce que vous pensez... Maintenant, si personne ne croit aux élections, il faut qu'on aille vers autre chose. Parce que maintenant, cette affaire-là, les gens essaient de dire que les élections ne sont pas libres. Que va-t-on faire le 17 avril alors, si on ne vote pas? On va redescendre dans la rue. On va refaire ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe actuellement en Syrie. Les gens vont nous remettre dans cette situation. C'est une situation, monsieur, que nous avons réglée. Maintenant, c'est le vote qui décide, c'est le peuple qui décide. Ces gens-là, ils manifestent comme ils veulent, ils font comme ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de manifester. Mais le 17 avril, et puis très franchement, on peut parler 30 secondes parce qu'ils parlent de répression. Allez-y. On les voit. Ils manifestent à Audin. On les voit, ils les mettent dans les cars de police, ils les libèrent et le soir, ils sont chez vous ici sur le plateau de télé. Moi, j'ai été victime de la répression du temps de parti unique. Moi, je sais ce que c'est que la répression quand vraiment il y a répression. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas noircir le tableau. La semaine dernière, on les a laissés manifester. Samedi dernier. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, le 15 mars dernier, est-ce que ce n'est pas une victoire pour le mouvement Barakat d'avoir imposé le droit de manifester à Alger malgré l'interdiction? Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Si on les laisse passer, c'est pourquoi. C'est une question que je vous pose. C'est pourquoi ils ont imposé. Alors, puisqu'il est interdit, pourquoi on les a laissés manifester? Non, on les a pas laissés. Ils sont restés dans leur coin. C'est ce qu'on leur a toujours fait. Oui. C'est ce qu'on a toujours fait parce que c'est un gouvernement qui ne peut pas réprimer les gens qui sortent dans la rue, sauf si vraiment ils sont hors la loi, ils créent des troubles à l'ordre public. Mais ils ont manifesté. Mais de toute façon, ces manifestations-là, elles vont s'arrêter. Parce que le 17 avril, il faudra voter. Moi, ce que je comprends pas, très franchement, c'est un problème de principe, moi, que j'ai du mal à comprendre. C'est peut-être ma tête, j'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. En fait, pour moi, il y a 3 étapes dans une démocratie. N'importe quelle démocratie du monde, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape du débat libre, démocratique et contradictoire. Nous sommes en plein dedans. Et vous pouvez en être témoin, vous, parce que vous invitez qui vous voulez sur ces plateaux de télé. Il va arriver un moment, la deuxième étape, c'est le moment de la décision. Et cette décision interviendra le 17 avril. Et c'est le peuple algérien qui va décider. Et la troisième étape, c'est le respect de cette décision. Parce que le 18 avril, on va se réveiller avec un chef d'État nouvellement élu par le peuple algérien. Il faut que tout le monde, ces gens-là, nous, tout le monde s'engage à respecter la volonté du peuple algérien le 17 avril prochain, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc selon vous, le mouvement Barakat n'aura plus le droit de manifester au lendemain du 17 avril? Non, mais c'est pas qu'il n'aura pas le droit c'est pas qu'il n'aura pas le droit ou pas. Mais le 17 avril, on va élire un nouveau président de la République. Il faut vraiment que dans ce pays, on commence à accepter les règles du jeu. Parce que je tiens à rappeler à cette dame une chose importante. Amira Bouraoui. Oui, je tiens à lui rapporter une chose très importante. Nous avons vu ce que la rue algérienne a donné durant les années 90. On l'a vu. Nous avons vu ce que la rue tunisienne a donné. On a vu ce que la rue égyptienne a donné. On a vu ce que la rue libyenne a donné. Eh bien, qu'elle le sache, moi personnellement. Je parle en mon nom personnel et au nom du parti que je dirige, nous ne sommes pas prêts à retourner aux situations des années 90. Donc pour vous, jamais. Donc pour vous, le printemps arabe est une erreur? Mais on le vit, c'est pas une erreur, c'est une catastrophe. C'est pas une erreur, c'est une catastrophe que ces peuples sont en train de vivre. Dans quel pays particulièrement ce serait une catastrophe? Regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe en Syrie, plus de 150 000 morts. En Tunisie, les choses s'arrangent en Tunisie. Ah, s'arrangent. C'est une très bonne question, cette affaire de Tunisie qui s'arrange. Oui. Parce que ça me permet de parler d'une chose importante, parce qu'elle nous accuse de représenter un danger pour l'Algérie. Elle accuse le président Bouteflika de représenter un danger pour l'Algérie, alors que c'est lui qui a sauvé la Tunisie. De l'aveu même du président de la Tunisie.
Marzouki, qui est le premier à féliciter, à remercier le président Bouteflika de son intervention pour avoir pu régler le problème en Tunisie. Donc pour vous, le président Bouteflika a sauvé la situation politique en Tunisie. Tout le monde le dit. Il y a eu un travail de médiation. Mais bien sûr, mais cette médiation a porté ses fruits. Il est arrivé à mettre les Tunisiens donc dans un consensus. Donc le printemps arabe peut être positif aussi, puisque en Tunisie, ça s'arrange. Vous voyez la Tunisie dans quel état elle est. Allez-y en Tunisie, faites des reportages en Tunisie, voyez la situation économique de la Tunisie, la situation du tourisme en Tunisie, voyez ce qui se passe en Libye, voyez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe en Égypte, regardez ce qui se passe en Syrie. Le monde entier maintenant est d'accord avec la position de l'Algérie au départ pour dire stop, attention, faites attention, ce ne sont pas des printemps, ce n'est pas la démocratie. En tout cas, moi je suis convaincu d'une chose, la rue algérienne, c'est pas de la rue algérienne que sortira la démocratie. La démocratie va sortir des urnes. Tous ces gens-là qui sont contre Bouteflika, l'association qui est Barakat, le mouvement Barakat, ils n'ont qu'à s'organiser en parti politique. Ils s'organisent en parti politique. Ils ne sont pas obligés? Oui, ils restent comme ils font ce qu'ils veulent. Mais quand elle dit Barakat, je dis Barakat à quoi? Barakat à la paix, Barakat à la concorde civile. Est-ce que pour vous, la stabilité est plus importante que la liberté, monsieur Benyounès? Non, il faut jamais les mettre comme ça. Il faut jamais les mettre comme ça. Mais il faut impérativement qu'il y ait un équilibre entre la liberté et la paix. Une chaîne de télévision privée en Algérie a été perquisitionnée, puis elle a été fermée. Il s'agit de Atlas TV, une chaîne de télévision réputée proche du candidat Ali Benflis. Est-ce que vous condamnez cette fermeture de cette chaîne de télévision? Très franchement, pour vous dire la vérité, oui. Personne ne sait ce qui se passe dans cette affaire. Personne ne sait ce qui a été reproché. On sait au moins qu'une chaîne a été fermée. Oui, mais on sait que c'est sur ordre de la justice. C'est venu de la justice, c'est pas une fermeture qui est décidée par les gendarmes. Je ne connais pas le fond du dossier, je ne sais pas pourquoi cette chaîne est fermée. Ce que je sais, c'est que la totalité des autres chaînes fonctionnent et fonctionnent bien. Selon Amnesty International, elle qualifie que les raids de la semaine dernière sur cette chaîne et sa fermeture sont un signe inquiétant pour la liberté d'expression à la veille des élections présidentielles. Que pensez-vous de ce commentaire d'Amnesty International? Monsieur Drarné, si vous prenez toutes les déclarations d'Amnesty International sur l'Algérie, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous revenez à celle des années du terrorisme. Oui, si vous prenez tout ce que ces gens-là d'Amnesty International, ce que ces gens de Reporters sans frontières ont dit sur ce pays, et quand j'entends Reporters sans frontières ou Amnesty International, vous savez leur slogan durant les années 90, derrière chaque journal, il y a un général. C'était ça leur slogan. Et maintenant, je suis ravi qu'Amnesty International défende le droit d'expression et la liberté de la presse en Algérie. Est-ce qu'il y aura un poste de vice-président qui sera créé après la réélection d'Abbas Bouteflika? Je ne sais pas ça. Il faut d'abord, vous savez, moi je suis maintenant, nous, au MPA et moi personnellement, nous sommes fixés sur la date du 17 avril. Alors, en parlant de ce 17 avril, M. Benyounès, donc il y aura une campagne électorale assez précise qui sera menée durant ces 3 semaines. Alors, expliquez-nous votre périple. Où allez-vous faire des meetings? Est-ce que c'est vrai que vous allez les faire à l'étranger? Et quelles sont les villes où vous irez? Non, nous allons faire... D'abord, je vous donne un scoop. On va faire campagne électorale, Amar Roul et moi. On va le faire en binôme durant toute la campagne électorale. Donc vous serez avec Amar Roul durant toute la durée de la campagne électorale? Durant toute la durée de la campagne électorale, on va faire 5 villes à l'étranger et 17 meetings en Algérie. Enfin, 17 wilayas en Algérie. Ça veut dire que dans chaque wilaya, on va faire 2-3 meetings. Ça veut dire que M. Ouyahia Ibn Khadem et Sedel feront des campagnes à part? Non, M. Sedel, en tant que directeur de campagne, va à son programme de meeting, M. Roul et moi notre programme de meeting, M. Belkhadma son programme, M. Yahya son programme, M. Ben Salah et M. Saadani, chacun a son programme de meeting. Et nous allons couvrir la totalité des wilayas et la plupart du temps 2-3 passages par wilaya. Certains candidats disent que l'administration est acquise au candidat président. Qu'est-ce que vous leur répondez, M. Benyounès? Quelle administration? Administration, nous allons faire campagne électorale. C'est vrai que le président a peut-être plus de soutien de personnalité que les autres candidats, mais ça, c'est son envergure qui fait ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Algériens vont suivre de près cette campagne? Est-ce qu'ils sont passionnés par cette campagne électorale ou est-ce que c'est une campagne sans enjeu, M. Benyounès? La première mission de 6 candidats et de leur staff, c'est de faire campagne pour que les Algériens aillent voter massivement. Parce qu'il faut qu'on leur fasse comprendre. Et c'est pour ça que, si vous voulez, moi j'insiste toujours sur le droit de vote. Parce qu'il faut que les Algériens comprennent définitivement dans ce pays, quelle que soit leur obédience politique, que celui qui veut que Bouteflika reste au pouvoir, il va voter. Celui qui veut que Bouteflika quitte le pouvoir, il va voter. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'est par le bulletin de vote
qu'on va imposer le changement ou qu'on va réélire son candidat. Est-ce que l'abstention vous fait peur, M. Benounès? Non, rien ne me fait peur en politique. Moi, je suis un militant politique. Si je sens qu'il y a un fort taux d'abstention, je vais faire une campagne plus importante, plus vigoureuse pour appeler les Algériens à aller voter. Mais ça, c'est le travail des 6 candidats et de leur staff, parce que si demain il n'y a pas un taux de participation important, c'est pas la faute uniquement d'un candidat. Mais est-ce qu'on peut reconnaître, est-ce que vous pouvez au moins reconnaître, si c'est le cas, bien sûr, que c'est un scrutin sans enjeu principal? Non, mais quand vous dites ça sans enjeu principal, ça veut dire que les 5 autres candidats ne savent pas, ne connaissent pas l'importance de ce scrutin ou ne savent pas où ils vont. Non, je pense que c'est quand même... Et respectueux pour les autres? Oui. Dévalorisant pour les autres? Oui. Ah, ils savent quand même, vous avez un ancien Premier ministre, vous avez les 4 autres qui ont minimum une trentaine ou une vingtaine d'années d'expérience politique. Ils savent quand même, c'est des militants politiques, il faut les respecter. Ce sont des candidats parce que parmi ces 6, il y a un d'eux qui sera président de la République le 18. Monsieur Benounès, l'armée n'aura aucun rôle à jouer dans cette élection présidentielle? Rôle de sécurité, préserver les frontières et garantir la sécurité du pays. Je reformule ma question. Et voter, bien sûr. Je reformule ma question. Reformulez. Est-ce que l'armée aura à jouer un rôle politique dans cette élection? Non, elle n'aura aucun rôle politique à jouer. L'armée, il y a des citoyens algériens, ils vont voter comme vont voter la majorité des Algériens, comme je le souhaite. Et le reste, ils ont leur mission de sécurité et point final. Monsieur Yahya disait sur ce même plateau il y a 4 jours que jamais l'armée n'a eu un pouvoir de décision en Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, mais moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est qu'il y a eu des situations exceptionnelles dans le pays où l'armée a joué un rôle fondamental et un rôle important, notamment durant la décennie du terrorisme. Et là, heureusement qu'on avait cette armée-là. Parce qu'il ne faut pas oublier. Parce que maintenant, les gens, ils disent l'armée dans les casernes, l'armée dans les casernes. Moi, je me rappelle à l'époque, ces mêmes personnes, ils dormaient le soir, ils guettaient s'ils allaient entendre le bruit d'un char sortir, tellement les gens voulaient que l'armée sorte dans la rue. L'armée est sortie. Elle a assumé sa mission républicaine de sauvegarde de l'ordre public et de défense de l'Algérie. Elle est dans les casernes. Donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Yahya? Donc vous n'êtes pas d'accord avec il y a eu ce moment où l'armée algérienne a été appelée à jouer un rôle important pour la sauvegarde de l'Algérie. C'est une mission qu'elle a accomplie et moi je lui rends hommage et je rends hommage à tous les généraux qui ont dirigé cette armée. Est-ce qu'il y a eu une guerre entre le DRS et la présidence de la République? Non, mais non, ça c'est... Tout le monde dit ça, est-ce que c'est vrai? Mais vous savez, d'abord, très franchement, est-ce que vous avez vu un jour, vous, dans un pays au monde, un homme politique débattre de l'organisation des services de renseignement, des services de sécurité de son pays sur un plateau de télévision? Ça n'existe nulle part dans le monde. Et qu'ici en Algérie, on a voulu nous imposer ce débat. Moi, je n'irai jamais dans ce genre de débat. Et puis, il faut savoir une chose importante. Le seul patron de ce pays, c'est Abdelaziz Bouteflika. C'est le président de la République, c'est lui, le commandant suprême des armées. C'est lui, le chef de l'armée, c'est personne d'autre. Donc, il ne peut pas y avoir de problème entre lui et les autres, parce que c'est lui, constitutionnellement, le chef suprême des armées. Est-ce que vous condamnez les propos qui ont été tenus par le secrétaire général du FLN contre le directeur général du DRS? Non, ça, quand il a parlé, j'ai fait un communiqué qui était d'une clarté absolue. Nous avons tourné la page. Nous sommes tous les deux en phase pour faire campagne électorale, pour faire élire le président Bouteflika le 17 avril prochain. Donc M. Saadani est entré dans le rang? C'est pas qu'il rentre dans les rangs, qu'il soit sorti des rangs, c'est pas à moi de juger s'il était dans les rangs. Il a été désavoué par 2 communiqués présidentiels. Tout ce que je sais, moi, non, il n'a pas été nommément désavoué. Tout ce que je sais, moi, c'est que nous sommes dans le même staff. On va faire campagne électorale ensemble. On va très probablement faire 2 ou 3 meetings ensemble. Qu'est-ce qui va changer, selon vous, le 18 avril au matin? Le 18 avril au matin, on aura un nouveau président. Un nouveau président? Oui, bien sûr, un nouveau président élu par le peuple algérien. Si c'est M. Bouteflika, ce ne sera pas un nouveau président. Si c'est M. Bouteflika qui sera élu, il va entamer immédiatement le programme et les promesses sur lesquelles il s'est engagé. Si c'est un autre candidat ou une autre candidate, nous lui souhaitons bonne chance. Parce qu'il s'agira quand même de gérer l'Algérie. Est-ce que, selon vous, les Algériens, est-ce qu'il peut y avoir un changement dans la continuité, selon vous, M. Benounès? C'est quoi un changement dans la continuité? C'est une expression que j'aime pas beaucoup d'abord. Pour quelle raison? C'était une phrase qui a fait fureur dans les années 90 et 2000 oui, justement, en Algérie. À l'époque, non, il va pas nous. Vous savez, si le président de la République est élu, il sera élu sur la base d'un bilan, sur la base d'un programme. Et s'il est élu, on va, si vous voulez, continuer à réaliser les choses qui sont entamées, et il y aura, sur le plan politique, comme je vous dis, révision de la Constitution, donc un certain nombre de choses, et il y aura un nouveau souffle sur le plan économique très certain. Que pensez-vous des arguments aujourd'hui avancés par les boycotteurs? Est-ce que vous pensez que le boycott est un acte politique responsable? C'est-à-dire, le problème qui se pose pour les boycotteurs, c'est un problème très simple. C'est-à-dire, on boycotte le 17 avril. On fait quoi le 18? Ça, c'est la question qui se pose.
D'accord, le peuple algérien ne va pas voter le 17. Et le 18 avril, quand on va se réveiller, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver avec quoi le 17 avril? Le 18 avril. Ceux qui boycottent, M. Benyounès, mettent en doute la transparence de l'élection présidentielle. Celle-là. Oui. Celle-là, bien sûr. Mais ils ont participé à celle de 2012. Tous. Peut-être que le contexte a changé, je vous pose la question. En 2 ans. Et puis on se reverra. En 2017, ils vont participer aux élections. Comment vous pouvez le savoir? Parce que je le sais. Comment? Parce que je le sais. Parce que ça va être des élections législatives et locales. Il va y avoir beaucoup de postes à distribuer. Et ils ne pourront pas boycotter parce que sinon tous les cadres de leur parti vont les quitter. Là, ils ont un problème de candidat, ils n'ont pas de candidature. Et puis permettez-moi quand même de rappeler une chose importante. Il y a 5-6 mois, ils se sont rassemblés en coalition pour essayer de trouver un candidat de consensus. Donc ça veut dire que dans leur tête, ils allaient aller à cette élection. Dans leur tête, l'élection allait être crédible, allait être transparente, démocratique. Une fois qu'ils n'avaient pas trouvé de candidat, ils ont décrété que cette élection était une élection jouée à l'avance. C'est un groupe de partis politiques qui n'arrivent pas à s'entendre à l'intérieur du parti pour avoir un candidat aux élections présidentielles. Ils décident de boycotter, mais ils ont participé en 2012 et croyez-moi, on fera la majorité participera en 2017 pour les élections législatives. Pour vous, les boycotteurs n'ont pas d'arguments solides, M. Benyounès? Parce que vous savez, c'est quoi boycotter une élection? Boycotter, ça veut dire ne pas croire aux élections comme moyen de règlement des problèmes. C'est ça que ça veut dire. Donc qu'est-ce qu'ils proposent? Parce qu'on boycotte les élections. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ils disent pas. Il y en a qui proposent une période de transition. Mais qui va conduire cette transition? Quelle légitimité auront les institutions et les personnes qui vont conduire cette transition? Je pense que la légitimité, elle est donnée par le peuple. Et la seule manière d'avoir cette légitimité, c'est d'aller devant ce peuple et de lui demander son avis. Est-ce que selon vous, il y a eu un échec de la stratégie de gestion de la crise à Ghardaya, M. Benyounès? Non, il n'y a pas eu, non, il n'y a pas eu échec. Vous savez, la crise de Ghardaya est un problème extrêmement grave. Un problème grave qu'il faut gérer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de doigté, beaucoup de responsabilité. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de manipulation politique dans cette affaire de Ghardaya. Je sais que le Premier ministre par intérim est parti là-bas à Ghardaya pour essayer d'apaiser les esprits, parce que ce qui est important d'abord pour nous, c'est d'éteindre le feu, c'est d'apaiser les esprits et permettre aux communautés de vivre dans la paix et dans la sérénité et dans la stabilité. Il ne faut surtout pas qu'on essaie de rajouter de l'huile sur le feu. Comment expliquez-vous le silence du président de la République? Le fait que le Premier ministre ne se déplace là-bas qu'un mois après les événements? Pourquoi est-ce que, selon vous, l'État a agi très tardivement dans la gestion de la crise? Le Premier s'est déplacé là-bas. 3 semaines après le premier mort. Alors que M. Yousfi l'a fait exactement le lendemain. M. Yousfi, le Premier ministre par intérim, s'est déplacé. C'est le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien suit de très près les ministres concernés. M. Taïb El Aziz, ministre de l'Intérieur, suit heure par heure le problème de M. Blaise qui a mis 1 mois pour se rendre à Ghardaya. Oui, mais c'est pas un problème de présence sur place, mais le problème, il est géré à partir, il le gère, je pense que cette affaire, si vous voulez, oui, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. C'est une affaire déjà qui est très compliquée, qui est assez compliquée. En tout cas, nous, en tant que responsables politiques, il faut que nous apportions des éléments de solution, pas de complications. Est-ce que, selon vous, le gouvernement mesure aujourd'hui la gravité de ce qui se passe sur place? C'est normal, la preuve. Vous-même, vous avez dit il y a un instant que dès que les problèmes ont eu lieu, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur se sont déplacés sur place pour discuter avec les représentants de la société civile de Ghardaya pour essayer de trouver une solution. Amara Benyounès, je vous laisse le mot de la fin puisque vous êtes membre du staff électoral du candidat Abdelaziz Bouteflika. Moi, je pense que le mot de la fin, la chose la plus importante, c'est de dire aux Algériens, et notamment aux jeunes, d'aller voter massivement le 17 avril prochain. Celui qui veut voter pour un candidat, il faut qu'il aille voter le 17 avril. Celui qui veut une solution politique, cette solution ne peut être imposée que par les urnes, que par le vote. Il ne peut pas y avoir d'autre solution dans ce pays en dehors d'aller voter. Amara Benyounès, secrétaire général du MPA, membre du staff électoral du candidat Bouteflika, merci d'avoir été l'invité de Controverse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain sur Dzaïr. Au revoir.